Alors, bonjour et bienvenue, M. Jean-Patrick Larivière de Sécurca. Bienvenue aux travaux du comité consultatif sur la réalité policière. Merci d'être présent. On a reçu au préalable votre mémoire. Les membres en ont pris connaissance. Je me présente, Bernard Sévigny, je suis le coordonnateur du comité consultatif et je vais agir à titre d'animateur de cette rencontre. Je vous présente brièvement mes collègues, donc les membres du comité consultatif. Il y a Mme Nicole Gibault, qui est avec nous. Alors voilà, Mme Marlène Jennings. Bonjour. M. Alexandre Matt. Bonjour. Bonjour. Et M. Louis Côté. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, M. Larivière, la façon dont on va fonctionner, vous avez une dizaine de minutes pour nous faire une présentation, les principaux éléments que vous voulez aborder. 10 minutes, lorsqu'il restera une minute, au besoin, je vous ferai signe. Et par la suite, une vingtaine de minutes d'échange de questions, une période de questions avec les membres du comité. Je le disais d'emblée, la rencontre est enregistrée et l'enregistrement sera déposé sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique, mais votre mémoire y est déjà déposée, donc a déjà un caractère public. Alors, si ça vous convient, comme ça, M. Larivière, je vais vous laisser la parole, histoire de vous présenter et de nous présenter les principaux éléments qu'on trouve dans votre mémoire. Alors, la parole est à vous. Ça me convient. Chers membres, mesdames, messieurs, membres du comité consultatif, merci beaucoup de me permettre d'être devant vous aujourd'hui. Merci de me donner l'opportunité de partager avec vous certaines pistes de réflexion sur l'avenir du modèle policier au Québec et de discuter du mémoire que nous avons déposé pour vous. Ces remarques sont préliminaires et si ça vous convient, moi j'ai l'intention d'être remarques préliminaires et de maintenir plus de temps pour un échange constructif de questions et réponses par la suite. Président d'une entreprise de sécurité privée qui œuvre ici à l'étranger, il me fait plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour approfondir les différentes questions qui pourraient vous intéresser et vous fournir des exemples concrets où l'apport des services privés de sécurité privée ont déjà contribué à parfaire des modèles policiers et pourraient contribuer à améliorer les services de police du Québec au plus grand bénéfice de ses citoyens et de ses municipalités. Comme vous venez de le mentionner, M. Sévigny, les membres du comité ont eu l'occasion de parcourir le mémoire que nous avons déposé. Bref, succinct, les propositions qu'on y retrouve sont concrètes et c'était vraiment l'objectif que nous étions fixés. Dans son document de réflexion, le gouvernement a identifié 5 enjeux prioritaires. Notre mémoire aborde principalement un de ces enjeux-là, celui du partage des responsabilités. Par ricochet, nous avons dû, de toute évidence, aborder les enjeux reliés au coût et au financement de ces partages de responsabilités-là, des services, ainsi que tout ce qui est relatif à la desserte policière et aux services qui en sont fournis. Je viens de le mentionner, on souhaite apporter à la réflexion du comité du gouvernement des pistes et des idées concrètes de collaboration, de responsabilités et d'activités pouvant être confiées à des partenaires privés. Dans notre mémoire, nous avons énuméré plusieurs de ces activités et responsabilités, dont certaines peuvent être réalisées par un service de sécurité privé, en collaboration avec les services de police ou tout simplement en impartition. Le 18 décembre 2019, la ministre de la Sécurité publique du Québec déposait le document intitulé « Réalité policière au Québec, modernité, confiance et efficience ». Ce document est la base, sinon une des bases de notre réflexion actuelle. Dans ce document, le ministère, pour alimenter la réflexion, suggère différentes questions, dont la suivante. Qu'il s'agisse d'employés à l'interne ou de ressources à l'externe, les recours à des civils par les corps de police devraient-ils être accentués? Pour nous, cette réponse-là est sans équivoque, elle est très simple. Oui, les recours aux civils devraient être accentués pour le bénéfice de tous. Plusieurs raisons militent en faveur d'une plus grande participation des civils, dont, à titre d'exemple, la réduction des coûts et des services dans certains cas ou encore une meilleure répartition des responsabilités. Essentiellement, nous croyons que la réponse à cette question se résume de la façon suivante. Le recours à des civils
dans les services de police devrait être accentuée parce que les policiers doivent être en patrouille. Je pense que c'est vraiment le cœur du sujet ici. Parce qu'ils doivent se concentrer sur ce pourquoi ils ont été formés et finalement, parce que les organisations policières devraient être en mesure de permettre à leurs troupes de pleinement jouer leur rôle véritable de protéger, de servir, et ce, à des coûts raisonnables. Dans l'État actuel des choses au Québec, au Canada et partout ailleurs dans le monde, en matière d'affaires policières, ce n'est pas nécessairement le cas. Selon nous, les facteurs expliquant cette situation ainsi que la recherche des pistes de solutions se retrouvent dans 3 éléments. Le coût et le financement, la rôle et l'incapacité de certaines organisations à remplir ces obligations. À cet égard, au Québec, plusieurs services de police ne réalisent pas les activités prévues au règlement sur les services policiers. Pour plusieurs organisations policières, cette situation est notamment provoquée par le niveau de service qui leur est imposé et l'inadéquation des ressources dont elles disposent. Ici, la part des services civils privés pourrait contribuer à soulager ces services de police en assumant certaines de ces responsabilités. Par ailleurs, en ce qui concerne leur rôle, les policiers et les organisations policières ont de plus en plus de difficultés à se concentrer efficacement sur celui qu'ils ont à jouer parce que ce dernier est de plus en plus confus, parce qu'il est de plus en plus complexe à jouer. Trop de tâches qui sont trop éloignées du rôle pour lequel les policiers ont été formés leur sont dévolues à tous les jours. On n'a qu'à penser aux toutes récentes situations dites de profilage racial qui ont fait la manchette, ici comme ailleurs, pour nous en convaincre, ou encore aux interventions quotidiennes impliquant des clientèles vulnérables. Ainsi, en plus de protéger et de servir, les policiers doivent intervenir auprès de personnes vulnérables dans des situations qui relèvent plus des secteurs communautaires, de la santé et des services sociaux, que de l'application de la loi comme telle. Cet exemple, comme plusieurs autres, renforce l'idée que, selon moi, les policiers devraient être délestés des tâches non critiques pour qu'ils soient en mesure de se concentrer sur l'essentiel de leur travail et être plus près de la population pour toujours protéger et servir. C'est vraiment l'objectif. Cette notion de proximité fondamentale, je sais qu'on en a parlé beaucoup dans vos dernières audiences, elle doit être replacée au cœur de la mission des services de police. Un service de police près de sa communauté est gage de succès. Plus un service de police est près de ses citoyens, meilleures sont ses interactions. Plus facilement il remplit sa mission et finalement, plus grande est la prévention et la résolution du problème. Mais encore faut-il que les services de police aient la capacité de mettre en œuvre cette approche de ce modèle de proximité. Sans s'y restreindre, c'est ainsi, je crois, que les partenaires privés peuvent aider en permettant aux policiers de centrer leurs efforts sur leur mission première. La ministre Guilbeault elle-même, en entrevue, évoquait déjà des lieux de collaboration entre services privés et policiers. Elle notait, et je la cite, par exemple, l'administration de certains règlements municipaux, la gestion de la circulation routière, la gestion de certaines patrouilles préventives de stationnement et autres pourrait être confiée au privé. L'arrimage des services d'enquête pour résoudre des crimes économiques et s'attaquer à la cybercriminalité pourrait être considéré. À voix haute, elle s'interrogeait sur l'opportunité de créer des mécanismes pour un meilleur partage d'informations entre les policiers et le privé pour pouvoir aller plus vite dans les enquêtes. À ce sujet, elle donnait l'exemple du FBI qui travaille avec des institutions bancaires, ainsi que des escouades en Grande-Bretagne qui luttent contre le blanchiment d'argent. Elle terminait en soulignant que le recours au privé pourrait avoir cette incidence-là aussi de baisser les coûts de la police. Ça, ce serait un gain pour les contribuables qui, selon nous, est tout à fait fondé. En conclusion, dans notre mémoire, nous avons proposé des pistes de solutions qui permettent une plus grande et meilleure collaboration entre les services de police et les services de sécurité privée, en donnant plus de place à ces derniers. Je pense que ces solutions permettront aux policiers de se recentrer sur l'essence de leur mandat, aux différents services de police d'être pleinement capables de remplir leurs obligations et au gouvernement, villes et municipalités du Québec de réaliser des économies en diminuant leurs coûts reliés à la desserte policière. Finalement, j'ajouterais qu'en participant aux travaux de votre comité, nous souhaitons contribuer à l'avènement d'un modèle policier au Québec qui est plus actuel, plus humain, plus empathique, plus agile et plus souple. Un modèle qui permettra à ces professionnels, policiers et policières, de jouer pleinement leur rôle pour lequel ils ont été formés au profit de l'ensemble des municipalités et des citoyens du Québec.
Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Larivière. Je pense que ça place la discussion qui va suivre. Alors, je vais demander à mes collègues lequel plonge en premier. C'est M. Alexandre Matte. M. Matte, c'est à vous. Merci. Bonjour, M. Larivière. Dans Bonjour. votre mémoire, j'ai vu que vous pourriez avoir un apport important au niveau de la cybercriminalité. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, c'est très intéressant. C'est une bonne question. Je pense que le privé a la capacité de développer très rapidement les technologies et les efforts qui sont faits aussi bien au niveau des tests d'attaque et de gestion des infrastructures. Je pense que notre capacité à implanter des solutions et à maintenir la connaissance des risques liés à la cybercriminalité peuvent être adaptés de façon très rapide, que ce soit avec des formations professionnelles, des formations dirigées par des entreprises spécialisées dans le domaine de la cybercriminalité. On peut rapidement arriver à protéger tous les entreprises et les citoyens qui font face à ce fléau-là qui se veut très, très grandissant. Entre vous et moi, je pense que c'est un très gros problème auquel on va faire face dans les années à venir. Et je pense que la capacité interne de former les gens et de les mettre devant cette problématique-là est très efficace et rapide du côté privé. En complément, si vous permettez, M. Sévigny, oui, est-ce qu'actuellement, vous avez des contrats ou des mandats avec des entreprises au niveau de la cybercriminalité? Cybercriminalité, en ce moment, avec des alliances stratégiques, oui, absolument. Et que ce soit ce qu'on appelle des pen tests, que ce soit des tests d'infrastructure, que ce soit de la vigie sur le dark web, c'est des choses qu'on se doit faire. Vous savez, M. Matt, le nombre d'entreprises au Québec qui sont à risque de se faire attaquer est très important et ça va que continuer. Donc, je pense que c'est un secteur là, qui doit être étudié et considéré de façon très importante. Je lisais d'ailleurs le rapport du gouvernement fédéral là, sur la cybercriminalité qui a été déposé il y a 2 semaines. On soulignait quelques endroits dans le monde qui sont plus à risque de venir attaquer le Canada. Mais je vous dirais que les risques peuvent être aussi bien à l'interne au pays qu'ailleurs. C'est une grosse situation à surveiller. Merci. Ça va, M. Matt. M. Côté. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bonjour, écoutez, on sait que les enveloppes, que ce soit pour une ville, que ce soit pour une province, une MRC ou peu importe, les enveloppes, habituellement, c'est des enveloppes fermées. C'est sûr que si vous rentrez dans le décor, probablement que le montant de l'enveloppe va rester le même, mais comment vous pensez partager l'enveloppe avec les corps policiers? Avez-vous des exemples? On parle d'enveloppe des efforts des services, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais vous voyez, dans les chiffres qu'on a énumérés dans notre mémoire, je pense qu'en gardant l'objectif premier, qui est toujours d'avoir nos policiers, policières qui protègent et qui viennent servir les communautés, je pense qu'il faut être capable de regarder, décortiquer quelles sont toutes ces activités-là qui ne sont pas nécessairement nées du cœur même de ce qu'est l'acte policier, de la loi policière. Et à partir de là, je pense qu'on peut trouver des gens formés. Hein. Vous allez voir, je reviens souvent là-dessus parce que je suis quelqu'un qui croit énormément à la formation, l'éducation des gens, la spécialisation des gens. Et je pense qu'on peut avoir des gens plus efficaces à certaines tâches et permettre aux policiers qui, eux, sont très efficaces à faire appliquer la loi policière. Je pense que de cette façon-là, effectivement, je suis d'accord avec vous, si l'enveloppe vient qu'à être partagée, définitivement qu'elle n'augmentera pas et même elle peut peut-être être même répartie de façon plus équitable et permettre au corps policier d'avoir peut-être plus de budget pour travailler. Là. Je regarde dans votre mémoire, vous parlez aussi d'investigation. Pouvez-vous nous donner des exemples d'investigations que vous faites? Absolument. Tout récemment, on a été impliqué dans des déversements illégaux de terres contaminées. Alors, très rapidement, on a déplacé des enquêteurs et on a été en mesure de recueillir, d'attendre et de visionner des décharges illégales, de monter un rapport qui a été soumis au corps policier de la région où c'était, également soumis à des avocats. Et là, les mises en demeure s'en sont suivies. La partie légale de l'activité s'en est suivie.
Mais ça, c'est un des trucs. On a également contribué à faire des groupements de proxénétistes très récemment. Là, que tout ce que je vous mentionne là, c'est arrivé dans les 2-3 dernières semaines. Alors, il y a énormément d'ouvrages et si vous me permettez, je vais continuer dans votre question. Ce qu'on peut apporter, nous, avec les gens d'investigation, si je regarde chez nous, ce sont des policiers formés, des meilleurs corps policiers, hein, que ce soit des corps policiers du Québec ou d'ailleurs. Ces gens-là apportent une expertise, une efficacité et le travail qu'on soumet, là, il est fait rapidement, il est fait de façon très efficace et il rencontre en tout point ce qu'un dépôt doit avoir l'air quand il est présenté chez un policier pour faire une déposition ou chez un avocat qui, lui, doit prendre des actions légales pour poursuivre. L'efficacité, la connaissance sont là à l'interne, on est capable de livrer ces demandes-là. Toujours en regard avec vos investigations, vous savez, lorsqu'il y a des policiers enquêtent, ils sont régis par des jugements de la Cour suprême, des lois, des règlements, une multitude de choses, directives, code de déontologie. Et bon, comment vous assurez de votre côté que vos enquêteurs, quand même, fonctionnent toujours dans les règles de l'art, dans les règles de droit, dans une société de droit comme la nôtre? Je vous dirais que, encore là, je reviens souvent au même contexte, mais tout ce qui est la formation, le contexte de la loi, l'application de la loi, les gens qui viennent enquêter chez nous, ce sont des enquêteurs qui ont 30 ans d'expérience, que ce soit d'un corps comme la SQ, la GRC ou des polices municipales du Québec. Donc, ils savent, on connaît les limites de ce qu'on doit appliquer, on le revoit avec eux. On a des avocats criminalistes qui travaillent avec nous à l'externe, donc on connaît les limites où on peut aller. Et je vous dirais que, comme les terres décontaminées dont je vous parle, on était sur des terrains privés. Le mandat était tout simplement de faire des constatations. Donc, essentiellement, c'est de voir qui sont les gens qui viennent décharger des camions, voir un peu combien de déchargements ont été faits, prendre des photos, constater, faire des entretiens avec les voisins. Ça se limite à ces types d'actions-là, mais qui permettent d'enquêter et d'avancer très bien dans un dossier de la sorte. OK. Ça va, M. Côté. Madame Gibault. Oui, bien, M. Côté a un petit peu usurpé ma question, mais ça va très bien parce que ça va être dans le même sens que lui. Évidemment, d'abord, premièrement, est-ce que, parce que là, oui, je pense que je sais de quoi on parle, des terres contaminées, etc., devant les tribunaux, mais est-ce que ça a été testé? Parce que souvent, vous pouvez penser, décider, etc., mais ce n'est pas tout à fait ce que le juge ou la juge va décider, là, que sur le terrain. C'est pour ça que, d'où la pertinence de la question de M. Côté là-dessus, à savoir si un travail quelconque, puis moi, je ne regarde pas le bon travail, malheureusement, c'est pas parce que je ne sais pas que vous n'en faites pas du bon, là, mais je veux juste tester si vous avez, tu sais, de l'autre côté de la médaille, là, est-ce que vous avez déjà été, en anglais, c'est terrible de dire ça, le challenger, ou enfin, comment, quelqu'un, aidez-moi en français, là. Défier. Vérifier ou tester, tiens. Est-ce que vous avez passé le test sur une enquête quelconque, sur une approche quelconque? En matière criminelle, on est très, très pointu pour les gens qui accompagnent, puis le voir dire, etc. Comment vous dirigez là-dedans? Bien, à l'interne, au niveau de notre entreprise, on a des conseillers. J'ai un conseiller, un comité aviseur qui m'épaule dans ça. Donc, là-dedans, j'ai des gens de tous les affaires, que ce soit au niveau des avocats, des policiers retraités. Mais la réponse la plus simple que j'ai voulu vous donner, c'est on se fait challenger à toutes les fois qu'on dépose un rapport d'enquête parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui n'est pas content. Donc, tout ça, c'est à tous les fois on se fait challenger. Bien, au civil ou au criminel? C'est souvent au criminel. On parle au criminel. OK. Mais au civil, mettons que vous allez témoigner, est-ce que vous avez le statut de l'expert? Jean-Patrick Larivière, non, pas moi. J'ai des enquêteurs. Alors, il y a quelqu'un qui peut aller témoigner dans un procès civil ou dans un procès criminel qui va mettre son curriculum vitae, qui va se faire analyser, qui va se faire déclarer expert par le tribunal. Absolument. Les gens qui vont y aller sont experts. Ils ont toutes leurs qualifications, les expertises, les licences, absolument. Ça, c'est ça. Là-dessus, notre entreprise, je tiens à le spécifier, les formations, les licences, le respect, on l'applique et on a fait qu'est-ce que mais c'est là ma question, le test. Est-ce que vous avez déjà été refusé? Non, absolument pas. OK.
Ça va, Madame Jennings? Oui, bonjour. J'aimerais vous parler de la cybercriminalité. Nous avons déjà entendu des experts qui nous parlent que le Québec devrait prendre un pas en avance en créant une sorte de fusion, un peu comme Fintel Alliance, et il y en a d'autres ailleurs dans le monde, le NCFTA, je crois que ça c'était américain. La GRC vient de mettre sur pied un centre de fusion NC3, mais qui n'est pas tout à fait opérationnel encore. Croyez-vous que c'est quelque chose sur lequel le Québec devrait embarquer avec la participation du secteur privé? Parce que beaucoup d'expertise se retrouvent, vous venez de le démontrer, qu'aucun de vos experts n'ont jamais été refusés comme témoins experts devant les cours criminelles. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Excellente question. Je vous dirais que je reprendrai un peu l'évolution qu'on a vue de la sécurité privée au Québec. On est passé où on avait une administration des permis de sécurité faite par la Sûreté du Québec. Et là, avec l'ampleur de la place de la sécurité privée, tranquillement, on a créé un bureau de la sécurité privée, on a créé un comité paritaire. Mais moi, je pense que d'avoir à l'échelle provinciale un standard minimum qui, encore là, maintient nos experts en cybercriminalité qui, eux, on peut voir quel type d'études ils ont fait, quel genre de formation ils ont fait, pour être capable de s'assurer que ces gens-là, quand ils livrent un service, le service est de qualité. On ne voudrait pas rentrer dans une entreprise, penser qu'on peut effectivement protéger l'infrastructure technologique d'une entreprise et ne pas livrer le service pour se réveiller 5-6 mois plus tard, ça a été fait voler ses données. Je pense que ça, ce serait une très bonne façon que de créer, centraliser un peu là, vraiment la qualification de ces gens-là, quelles sont les entreprises et la gestion de ces permis-là. Vous savez, ça évolue tellement vite, ce monde-là. Les technologies, les façons de faire, ça change quasiment toutes les semaines. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas s'asseoir sur ce qu'ils ont appris il y a un an parce qu'ils sont déjà désuets dans leurs connaissances. Ils doivent constamment s'ajuster. D'ailleurs, les gens qui travaillent avec nous, leur meilleure formation, c'est incroyable, mais elle provient justement des gens qui sont sur le dark web parce que c'est eux autres qui dirigent un peu comment la cybercriminalité se développe. OK. Merci beaucoup. Jennings. Monsieur Larivière, dans votre mémoire, vous faites référence au rapport fédéral, le maintien de l'ordre au Canada au 21e siècle. Vous en faites référence parce qu'il traite de cybercriminalité. D'ailleurs, Benoît Dupont, un des experts québécois, y siège. Et dans le même rapport, il proposait de créer ce qu'il appelait des commissions régionales, c'est-à-dire par province, là, des commissions à laquelle les entreprises privées qui vont s'approcher des activités policières puissent faire de la reddition de comptes, c'est-à-dire une reddition de comptes, de transparence, etc. Est-ce que quand vous dites que les entreprises privées sont prêtes à occuper des rôles moins critiques que la police occupe présentement, est-ce que, selon vous, ça va commander un resserrement? Je comprends que le BSP, là, le Bureau de sécurité privée, mais est-ce qu'on va emmener à un resserrement des... On est... c'est pas l'expression que vous avez utilisée, là, mais ça accroche sur le plan de la compétence qu'on peut faire. Mais tout le volet reddition de compte, transparence, à une commission comme celle-là, est-ce que c'est nécessaire selon vous? Ben, écoutez, je pense qu'effectivement, il y a un écart en ce moment entre les capacités policières et les capacités du privé. Je pense qu'on doit continuer à offrir des formations, développer la cybercriminalité. Quand vous dites l'apport ou la collaboration ou la transparence, je pense que c'est le terme que vous avez utilisé. Tout ce qui est fait, je vous dirais, le modèle privé regarde énormément ce qui est fait au modèle public et essaie de le copier, essaie d'être plus efficace. On cherche des façons d'être plus efficaces. D'un point de vue de la qualité, je pense que le privé gagne et perd avec sa qualité. Donc, on essaie de voir quel est le standard. On participe aux mêmes colloques que les policiers, on participe aux mêmes formations et on essaie de les mettre en application.
Maintenant, est-ce qu'on devrait créer une façon de contre-vérifier ce qui est fait soit au public ou au privé? Moi, je pense que ça pourrait être tout à fait fait. Je n'aurais absolument aucun problème, moi, à ce que le public vienne chez moi, voir comment sont menées les enquêtes, comment sont maintenues le data, l'information que l'on gère. Vous savez, on est très actif au niveau aéroportuaire. Il y a énormément d'informations qui est échangées au niveau de la sécurité qu'on offre dans ces services-là et on doit faire très attention à comment on gère ces données-là, ces informations-là. Donc, je suis très à l'aise avec cette partie-là. Je pense que n'importe quelle entreprise qui a une fierté d'offrir des services de qualité devrait avoir aucun problème à ce que cette transparence-là ait lieu, cet échange-là. À vrai dire, au final, c'est tout le monde qui gagnerait s'il y avait un partage plus étroit. Mais effectivement, et la grande sensibilité publique, la perception publique à l'égard, parce que les policiers, il y a toutes sortes de structures en déontologie, en discipline, etc. Par exemple, des entreprises, est-ce que les entreprises seraient prêtes à faire état, par exemple, le nombre de plaintes qu'ils ont, etc. Donc, il y a un élément de transparence, mais je saisis bien votre réponse là-dessus. Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, merci. Dans votre mémoire, vous faites part de travail ou de vos équipes travaillent à la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec et la Police de Montréal. Quelles sont les tâches qui sont effectuées par votre agence? Mon Dieu, il y en a plusieurs, hein, que ce soit au niveau de la direction des enquêtes, que ce soit au niveau de la supervision de la patrouille de nos effectifs. Il y a plusieurs divisions dans le groupe. Ça peut être aussi bien d'offrir la gestion de notre impartition des réponses d'alarme, par exemple, que ça peut être aussi bien qu'effectivement de travailler les enquêtes sur le terrain, comme la supervision de ces enquêtes-là. Mais quand vous parlez de superviser les enquêtes, c'est des enquêtes policières? Des enquêtes qui nous sont confiées, comme celles que j'ai mentionnées plus tôt. Là. Donc, pas nécessairement des enquêtes policières, des enquêtes qui se sont arrivées soit au niveau d'une entreprise privée, que ce soit, par exemple, pour des dossiers, que ce soit CNESST, de blessures au travail, de toutes sortes de vols à l'interne d'une entreprise, des trucs de la sorte. OK. Du droit du travail et dans ces domaines-là, dans le domaine privé. OK. Ouais, vous savez, il y a des entreprises qui vendent des produits à toutes les fins d'année, ils se posent la question, il manque toujours quelques boîtes de produits. Bien, des fois, à un moment donné, ils standent puis ils viennent nous voir et la question, est-ce qu'on peut essayer de voir pourquoi il manque toujours 2-3 produits à la fin de l'année? Merci. Madame Gibault. Oui, c'était pas ça ma question, mais je vais la poser, mais je voulais savoir, est-ce que les compagnies d'assurance aussi, ou c'est pas vous autres qui faites ça avec les compagnies d'assurance? Non? Bien, ils peuvent donner des mandats, effectivement. Oui, ils peuvent donner des mandats, effectivement. Okay. Nous, on a vraiment la partie terrain. OK. Est-ce que, parce que je regarde toute la liste là, dans votre mémoire, intéressante d'activité, de responsabilité et d'activité, est-ce que vous avez déjà eu ou senti une réticence des syndicats des policiers ou de la fraternité ou quelque chose? Est-ce que vous avez eu des échos peut-être? Parce que c'est sûr que ça va être public. Ou je ne sais pas si en tout cas, est-ce que vous avez déjà eu un écho de ceci? Non. Vous savez, on leur parle, je les connais bien. Non, vraiment pas. Quand on parle aux policiers eux-mêmes, hein, ils ont des horaires très chargés. Le fardeau qu'on leur dépose sur leurs épaules est toujours de plus en plus lourd. Je vous dirais, il y a 10 ans, ça a peut-être été un peu différent. Il y a 10-15 ans, les meurtres n'étaient pas les mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenue du privé dans l'industrie policière, dans ce qu'on appelle la sécurité publique, est beaucoup mieux perçue. Et aujourd'hui, les policiers se rendent compte qu'on peut effectivement collaborer avec eux. Et les policiers le disent, on arrive à nos fins un peu mieux avec les agents de sécurité privée. Oui, dans le fond, vous n'avez peut-être pas d'échange formel, mais vous avez quand même, je comprends que c'est quand même bien accepté. Tant mieux. OK. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bon, bien, si ça va, bien, écoutez, M. Larivière, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup de vous être plié à cet exercice
Pour nous, c'est important là, de prendre le pouls, comme on le fait aujourd'hui, des entreprises privées et l'espace. Ça revient à la question que la ministre nous a soumise, l'espace que le privé devrait occuper dans cet univers-là. Alors, merci beaucoup de l'avoir fait. Merci pour votre document. Et encore une fois, c'est très apprécié. Oui, allez-y. Me permettez-vous un dernier commentaire parce que en écoutant plusieurs des audiences qui ont été déposées, Mme Gibault, vous avez fait le commentaire, le fameux mot proximité qui était utilisé à tout échéant et on n'avait pas de bonne définition. Alors, j'y ai réfléchi un peu et je suis arrivé avec l'idée que peut-être qu'on devrait établir un ratio de proximité. Alors, c'est très simple, c'est des chiffres. On peut comparer d'une place à l'autre comment ça fonctionne. Et ce que je proposerais, c'est qu'on a un ratio de proximité où on a un numérateur qui, lui, essentiellement, est le temps passé par un policier à l'extérieur du périmètre d'un poste de police. Donc, du moment qu'il sort du périmètre du poste de police, il travaille, c'est des heures. Et c'est simplement des heures. Hein. C'est très simple à faire. Mais le dénominateur, lui, devient le temps qu'on passe en administration au poste de police. Et à partir du moment où on commence à calculer, c'est mesurable, c'est quantifiable et on peut s'améliorer. Il faut avoir un objectif de 1.0 sur notre ratio. Et plus on augmente, on peut donner des objectifs. Un chef de police pourrait dire, l'année prochaine, mon ratio de proximité doit passer de 1,15 à 1,25. Et alors là, il faut trouver comment en administration, on va déplacer du temps vers le support aux jeunes de la communauté. Alors, c'est une idée pour vous. Je sais que ça a été posé souvent la question. Alors, merci. Merci. Réfléchir. Merci beaucoup, M. Larivière. Grand plaisir. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.